Dados, bonjour. Bonjour. Où va le monde en 2023? Cette saison, rapport d'automne du FMI, qu'est-ce que ça donne? C'est pas réjouissant, très franchement. D'abord, en termes de risque de récession, le FMI considère qu'il y a un tiers des pays qui vont connaître une récession technique, mais une récession en 2023. Une chance sur 4 que la croissance mondiale soit inférieure à 2%. Une croissance mondiale inférieure à 2%, on appelle ça une récession mondiale. C'est pas la peine d'avoir un moins devant pour être qu'on considère que c'est une récession. Sur l'inflation mondiale 2023, elle ralentit en 2023, elle tombe à 6,5% d'après le FMI, après 8,8% cette année. Ensuite, sur la croissance des différentes régions du monde, les États-Unis feront au mieux 1% l'an prochain d'après le FMI. La Chine connaîtra sa pire année depuis 40 ans, avec 4,4% de croissance. Perspective assez sombre en Europe, une croissance de la zone euro de 0,5%, 0,7% pour la France, moins 0,3% pour l'Allemagne, moins 0,2% pour l'Italie. La Russie, moins 2,3% après une récession de 3,4% cette année. Sur le commerce mondial, enfin, il tombe à 2,5%. La croissance tombe à plus 2,5% en 2023. En 2021, on était à plus 10%. C'est quand même 4 fois inférieur. On a toujours 3 forces qui pénalisent l'économie. L'inflation, avec ce choc de pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine et le ralentissement de l'économie chinoise. Alors, le chef économiste du FMI met particulièrement en garde l'Europe, que dit-il? Oui, Pierre-Olivier Gourin-Chasse. Si j'étais dans la force basque, j'utiliserais l'image du soc à tira. Vous savez, le tir à la corde où chacun tire de son côté pour ramener la corde dans son camp. Parce qu'il nous dit la chose suivante, les Européens, vous ne pouvez pas continuer à avoir une politique monétaire qui tire dans un sens et une politique budgétaire qui tire dans l'autre sens. Freiner et accélérer en même temps, ça ne fonctionne pas et c'est la réalité aujourd'hui en Europe, contrairement aux États-Unis, où on resserre avec la politique monétaire et on resserre avec la politique budgétaire. Dans les deux cas, on envoie du froid. Nous, on a d'un côté du froid avec la BCE et du côté du chaud avec les budgets. Dernier exemple, en Allemagne. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, mais c'est pas ce qu'on fait, mais ce qu'il faudrait faire, il faudrait que les politiques budgétaires réduisent les déficits, car creuser les déficits, ça alimente l'inflation. Et donc, l'objectif de la politique budgétaire serait de ralentir la demande. Le deuxième élément de ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les politiques budgétaires interviennent pour cibler de manière vraiment très très pointue l'ensemble des aides sur les ménages qui en ont besoin. C'est pas du tout ce qu'on fait. Et donc, en face, il faut que les politiques monétaires continuent à agir comme elles le font. Moi, ma conviction, c'est que compte tenu des niveaux de dette publique et privée, elles ne pourront pas aller au bout de l'histoire du resserrement et des hausses de taux, mais elles doivent continuer à faire ce qu'elles sont en train de faire. Il en va de la crédibilité de la devise, la crédibilité de la Banque centrale et des fameuses anticipations d'inflation. À partir du moment où elle lâche, où elle dit ma cible c'est plus 2%, c'est 4%, vous changez complètement la vision du monde de l'ensemble des agents économiques et les ancrages futurs d'inflation. Donc voilà ce qu'il faut faire. Politique monétaire qui n'alimente pas la demande, politique budgétaire qui n'alimente pas la demande, politique budgétaire ciblée et politique monétaire qui envoie les signaux que le marché a besoin d'entendre pour anticiper l'inflation future. Est-ce qu'il y a encore des raisons, on va dire, de croire ou d'espérer que le pire n'est pas forcément devant nous? On peut essayer d'en trouver. D'abord, on a une dynamique du marché de l'emploi qui reste forte. Et même, d'ailleurs, un niveau de confiance des chefs d'entreprise qui désarçonne un peu les économistes, mais qui est quand même toujours présent. Après, Covid a quand même renforcé la solidarité entre les États, notamment en Europe. Et puis, la crise énergétique va accélérer la transition verte. On va faire des investissements. Ce sera inflationniste, mais on va faire des investissements probablement beaucoup plus rapides que s'il n'y avait pas eu ce que nous vivons aujourd'hui. Puis, il y a même un quatrième espoir que la boucle prix-salaire ne voit pas vraiment le jour, parce qu'on se rend compte que l'inflation actuelle, elle ne vient pas vraiment du marché de l'emploi. En fait, les dynamiques salariales sont plus des héritages de la dynamique post-Covid que vraiment de l'inflation que l'on vit aujourd'hui. Et la hausse des prix vient surtout des plans de soutien budgétaire dont je viens de parler, et également des hausses de prix de matières premières et d'énergie. Et pour conclure, je dirais que on reproche souvent au FMI d'être un peu trop optimiste. À côté de ça, ces grandes institutions comme l'OCDE peuvent pas se permettre d'être dans les scénarios du plus noir que noir, parce que sinon, compte tenu du poids qu'elles occupent, c'est là où vous risquez d'avoir des visions prophétiques avec le côté autoréalisateur. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des éléments qui n'existent pas. On n'est pas en train d'assister à une insoutenabilité totale de la dette privée. Ce serait tout, un élément de plus. Ou encore, il n'y a pas encore vraiment de composante financière dans ce que nous vivons, avec une coupe qui est quand même déjà relativement pleine.